Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens maintenant pour passer à la deuxième partie de la présentation de nos domaines d'investigation qui, tel que je l'ai annoncé, concerne l'esprit entrepreneurial en Afrique et même dans le monde et l'esprit scientifique. D'abord, l'esprit entrepreneurial. Vous savez, l'entrepreneuriat des jeunes est devenu l'option prioritaire du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté. Dans un contexte économique où l'État va devenir le plus petit employeur, parce que l'État a légué la propriété de production aux particuliers, aux privés, et s'est désengagé. Depuis les années 90, se diffusent de façon intense les mots d'ordre du désengagement de l'État et de la privatisation, où l'État réduit son portefeuille de ses entreprises privées et les cède aux particuliers. Cela signifie que dans ce contexte, les espoirs de développement reposent désormais sur le développement des initiatives privées, c'est-à-dire sur l'entrepreneuriat. Et la question est donc de savoir, est-ce que les États africains, les Africains, est-ce qu'ils sont vraiment apprêtés, ils sont préparés à affronter le risque individuel, à devenir des entrepreneurs, à devenir des patrons d'eux-mêmes? L'expérience prouve que 95% des PME créés, par exemple au Cameroun, ont une espérance de vie de moins de 5%. Cet échec, cet handicap est certainement dû au fait que les Africains, et les Camerounais en particulier, n'ont pas été apprêtés, n'ont pas été préparés à l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas reçu la formation pour devenir des entrepreneurs. Et peut-être n'ont-ils pas suffisamment de moyens pour faire aboutir leur projet d'entreprise. Mais il faudrait d'abord savoir, comme nous allons le dire dans le cadre de l'anthropologie des organisations, qu'il y a les déterminants anthropologiques de l'entrepreneuriat. Il y a les invariants anthropologiques de l'entrepreneuriat. Il s'agit des indices qui permettent de savoir si une société peut produire une classe des entrepreneurs, si elle est disposée à l'entrepreneuriat, à affronter le risque individuel, si les individus de cette société sont disposés à affronter le risque individuel ou non. Parce qu'on peut devenir entrepreneur, mais on est d'abord entrepreneur. Il y a des sociétés où des gens sont nés des entrepreneurs. Même si nos certitudes, les sciences, les techniques qui sont inventées dans le cadre de la comptabilité, le contrôle de gestion, la gestion financière et autres, du management en général, peuvent transformer quelqu'un en entrepreneur. Mais il faudrait pour cela de longues études, pour que la personne soit apprêtée à devenir entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat connaît des échecs massifs en Afrique. Et les raisons sont diversifiées. Nous venons d'en avancer quelques-unes. Alors, il faudra donc que dans le cadre du groupe Promo Ismaza, que nous insufflons l'esprit entrepreneurial à la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui, dans le cadre
du libéralisme doit prendre la barre pour lever les bourrasques de la mondialisation qu'ils doivent affronter. Et ils doivent aller sur le marché mondial, affronter des concurrents qui sont 20 fois plus armés qu'eux et où ils vont avec des armes presque archaïques, donc avec moins de chances de tirer leur épingle du jeu. Il faut que cette jeunesse soit apprêtée à affronter l'entrepreneuriat. Étant donné que, dès le printemps des indépendances, la colonisation nous a légué la fonction publique comme le seul employeur. Et beaucoup de jeunes diplômés n'avaient pour rêve, lorsqu'ils sortent des grandes écoles, que de se faire employer dans la fonction publique pour peser sur le budget de l'État pendant 25 à 30 ans, et puis céder leur place à ceux qui vont les suivre à leur tour. Et ceci a eu pour conséquence que beaucoup d'Africains se sont nichés frileusement dans des postes de la fonction publique où ils ne convoitent que des avantages matériels illicites sans véritable contrepartie en termes de travail accompli. Maintenant, nous ne sommes plus à l'ère de l'état de la vache grasse. Nous ne sommes plus à l'ère de l'état-providence. Nous sommes à l'ère, dans un contexte de crise économique permanente ou alors de croissance économique très faible, pour ne pas peut-être en exagérer. Une croissance à un chiffre, une croissance en dessous de 5%. Cela signifie que les entreprises ne connaissent pas de croissance. Il n'y a pas de croissance économique. Et quand il n'y a pas de croissance économique, cela signifie en clair que les entreprises ne génèrent pas un nombre suffisant d'emplois pour absorber le nombre de diplômés qui viennent s'amonceler dans le marché de l'emploi. Et ceci accroît le chômage. Et il faudrait donc promouvoir l'esprit d'entreprise désormais. Il faut promouvoir l'esprit d'entreprise pour que les Africains aient le courage. Ceux qui ont le courage, ou bien ceux qui peuvent ou qui le veulent, deviennent les patrons d'eux-mêmes et qu'ils aient le courage d'affronter le risque individuel. Pour qu'ils génèrent des entreprises pour eux-mêmes et peut-être pour leurs congénères qui ont besoin de se faire employer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur, qui a le tempérament d'entrepreneur. Il faut promouvoir des hommes à tempérament entrepreneur. Parce que c'est sur eux que reposent désormais les espoirs de développement. Donc il faut promouvoir l'esprit d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de nos formations à l'université Ismaza Hermès, nous avons révolutionné nos filières en introduisant la filière entrepreneuriat, que nous pouvons encore appeler étudiant entrepreneur. Parce que même si quelqu'un n'est pas né avec un tempérament d'entrepreneur, les techniques de gestion, les techniques quantitatives de gestion, les techniques de management que nous avons inventées peuvent permettre de transformer quelqu'un en véritable entrepreneur. Et il faut lui donner les moyens intellectuels et ensuite les moyens matériels pour qu'il le devienne. Et ensuite, il va falloir une bonne orientation économique, c'est-à-dire orienter cet entrepreneuriat dans les secteurs économiques qui sont rentables. Parce que si on revient aux théories de John Stuart Mill ou d'Adam Smith, tous deux disent, peut-être avec des nuances, quelques nuances, l'un et l'autre disent que chaque pays doit se spécialiser dans l'exploitation de la ressource naturelle la plus rentable dont il dispose. Et la ressource naturelle la plus rentable au Cameroun, par exemple, c'est la terre. Et c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, si cet entrepreneuriat va s'arrimer aux secteurs qui sont déjà engorgés et saturés, parce que c'est souvent le mimétisme dans notre contexte. C'est-à-dire, lorsque, à une époque donnée, c'était les ONG. À une autre époque, c'est devenu les secrétariats bureautiques. À une certaine époque, c'est les bars. Et tout le monde s'y lance, au point où chaque famille a un bar aujourd'hui. À une autre époque encore, c'est les secteurs qui n'ont pas de valeur ajoutée. Or, seuls les secteurs agricoles et les secteurs industriels ont une véritable valeur ajoutée. Le secteur commercial commercialise et a une faible valeur ajoutée. Il faudra donc orienter cet entrepreneuriat dans les secteurs qui sont rentables pour chaque pays, pour un pays. Donc,
L'entrepreneuriat étant devenu donc l'option prioritaire du gouvernement en matière de lutte contre le chômage et la pauvreté, il faudra promouvoir les compétences humaines dans ce sens. Et dans le cadre de Promo ISMASA, c'est ce que nous allons faire. Ça fait donc un pan important, un axe important de nos domaines d'investigation. Et dans le cadre de l'université ISMASA Hermès, qui est l'administrateur de ce limon social communautaire que constitue le groupe Promo ISMASA, nous avons révolutionné nos filières en ajoutant la filière entrepreneuriat, c'est-à-dire les étudiants entrepreneurs, tout comme nous avons aussi ajouté la filière ingénierie en économie numérique. Parce que l'économie numérique est devenue l'économie moderne. Chaque entreprise doit s'arrimer à l'économie numérique. Sinon, le train de la croissance économique, quand il va démarrer, il ne faudra pas que les entreprises africaines soient en retard. C'est la raison pour laquelle nous avons révolutionné nos filières en ajoutant ces deux filières qui sont des filières modernes, qui sont des nouvelles filières. Bien, voilà ce que nous pouvons dire de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous allons parler de l'esprit d'entreprise. Bien évidemment, devenir travailleur dans l'entreprise, devenir au cadre, devenir entrepreneur, requiert qu'on raisonne bien et vite, qu'on ait un esprit vif. Mais pourquoi insister donc sur l'esprit d'entreprise? C'est bien évidemment pour cette raison. Parce que nous avons fait le constat que beaucoup de nos étudiants atteignent un niveau de compétences académiques, dont disposent des diplômes académiques d'un niveau très élevé. Et pourtant certains n'ont jamais écrit le moindre rapport. Le rapport permet à un étudiant de marquer les premiers pas dans la rédaction scientifique. Le rapport est une initiation à la méthode de rédaction scientifique. Mais beaucoup atteignent un grand niveau sans avoir rédigé le moindre rapport. Et pourtant, il faudrait insuffler l'esprit d'entreprise, qui est l'esprit de science, qui procure à l'individu une certaine rationalité méthodologique dans le raisonnement, une rationalité méthodologique dans l'exécution même du travail. Alors, un travailleur, aussi diplômé soit-il, s'il n'a pas reçu l'esprit scientifique, ne pourra pas mener un raisonnement cohérent, un raisonnement scientifiquement exploitable. Il ne pourra pas être à la hauteur de déceler des problèmes techniques et d'y apporter des réponses appropriées avec une certaine rhétorique. Donc l'esprit scientifique est nécessaire. Ajouté à l'esprit d'entreprise, je pense que nous allons avoir des entrepreneurs qui seront armés des compétences, des connaissances et des outils qui leur permettent de faire face à des problèmes qui sont complexes, et pour dominer la complexité croissante des problèmes et des menaces et des défis que présente l'environnement, il faudrait qu'on soit armé non seulement de l'esprit d'entreprise, mais il faut aussi être armé de l'esprit scientifique, qui est nécessaire pour tout au cadre, dans le cadre de son travail. Et dans le cadre de cet esprit d'entreprise, nous allons insister sur les méthodes de raisonnement. Dans deux méthodes font référence. Il y a la méthode de raisonnement qui est systémique, c'est-à-dire l'analyse système. Il y a la méthode analytique. Dans le cadre de ces deux méthodes, nous savons par exemple que certains phénomènes se présentent comme système. Beaucoup de phénomènes de la nature ne sont pas isolés. Ils entrent dans un système, c'est-à-dire dans un jeu de variables qui interagissent et qu'on ne peut analyser que d'une façon globale, sans les séparer. Parce que lorsqu'on les sépare, ces variables qui interagissent d'une certaine manière lorsque ils sont en cohésion, elles sont en cohésion, lorsqu'elles sont considérées dans un tout. L'analyse présente une autre apparence, présente une certaine se présente d'une certaine manière lorsqu'on aborde ce phénomène comme un système. Un système est un ensemble d'éléments qui interagissent, qui complètent et renouvellent des cycles d'activité utilisant des ressources
pour atteindre des résultats bien déterminés. Ces éléments interagissent, complètent et renouvellent le cycle. De telle manière que quand un de ces éléments varie, il provoque la variation de tous les autres éléments. Ça, c'est une forme d'analyse dont il faut armer ceux qui vont devenir les cadres de nos entreprises, ceux qui vont devenir des entrepreneurs, pour qu'ils soient à la hauteur des problèmes qui se présentent à eux. Parce que quand on sépare les variables dans un système, les comportements des variables lorsqu'elles sont isolées n'est pas le même lorsque ces variables rentrent dans un système. Certes, il y a d'autres phénomènes où il est autorisé de séparer les variables pour comprendre leur mécanisme de fonctionnement et leur pondération dans le système. Ces deux méthodes se complètent, la méthode systémique et la méthode analytique qui consiste à séparer les variables pour étudier leur comportement de façon isolée et comprendre et mesurer, évaluer leur pondération dans le système. Il faudrait que nos cadres et surtout nos futurs entrepreneurs qui ont besoin d'un esprit plus vif, plus rationnel, et donc plus méthodique dans le raisonnement, qu'ils soient armés de toutes ces méthodes de raisonnement pour faire face aux problèmes qui auront se présenter à eux. Parce qu'ils auront à se déployer dans un contexte économique qui est mondialisé, donc contraignant, concurrentiel, incertain, fluctuant et changeant, et où ils doivent affronter d'autres acteurs 5 fois, 20 fois plus armés que nous. Il faudrait donc qu'ils soient armés pour cela. C'est la raison pour laquelle il faudra développer l'esprit d'entreprise. Et cet esprit d'entreprise doit commencer à se cultiver dès lors que quelqu'un entre chez nous en première année de l'université Ismaza à Metz. Il doit commencer à produire des rapports à l'issue d'un stage de pratique professionnelle, c'est-à-dire de la mise en situation de travail. Il doit produire un rapport en première, deuxième, troisième année. En quatrième année, il produit un projet de mémoire et en cinquième année, il soutient un mémoire. Et chaque rapport devra être soutenu devant un jury de spécialistes qui doit le sanctionner selon les règles de l'art. Donc, nous allons insister beaucoup sur l'esprit d'entreprise et nous allons mener des débats dans ce sens, produire des corps de savoir, faire des publications dans ce sens qui seront à la disposition des membres du groupe Homo Ismaza et même au-delà du groupe Homo Ismaza, c'est-à-dire à la disposition de nos sympathisants. Voilà ce que je voulais dire concernant ce deuxième volet de notre exposé qui traite toujours de nos domaines d'investigation. Nous allons revenir sur le troisième volet, toujours pour continuer à parler des domaines d'investigation, parce qu'il y en a plusieurs lorsqu'il faut faire des publications dans une chaîne qui nous offre autant d'opportunités comme la chaîne YouTube. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite.